Salut les gros bidous! Enfin, une vidéo en profondeur sur les tirages de tarot. Comment ça marche? Comment les structurer? Comment les créer? Ou simplement comment les appliquer? Comment les interpréter? Comment lire ces cartes? Comment elles se répondent entre elles? Que faire des trucs un peu chelous, genre les cartes qui arrivent renversées? On va balayer tout ça dans ce grand chantier sur les tirages de tarot. Yes! Honnêtement les gros bidons, sans vous, j'aurais jamais, mais vraiment jamais, pensé à faire une vidéo là-dessus. Je sais pas, peut-être je vous aurais emmené dans mes tirages, comment j'ai fait, qu'est-ce que je cherche dedans et tout, mais j'aurais pas pensé à me dire, ah oui, ça c'est vraiment un bon sujet pour débutants, débutantes, et un sujet d'approfondissement. Je vois plein de vidéos là-dessus, mais je me dis pas, c'est mon truc aussi de faire une vidéo là-dessus. Mais quand j'ai mené l'enquête sur Instagram, quels étaient les sujets d'apprentissage ou d'approfondissement qui vous intéressaient, il y a eu, j'allais dire plein, il n'y a peut-être pas eu plein, mais il y a peut-être eu 5 demandes spécifiques. Et puis voilà, la majorité des demandes étaient aussi liées à la question de l'approfondissement du tarot, donc on a bien vu qu'il y avait un nœud. Alors, sachez tout de suite que cette vidéo, elle sera accessible aussi bien aux personnes qui sont débutantes dans le tarot, qu'aux personnes plus aguerries, que ce soit avec quelques mois ou même des années et des années d'expérience. Ce faisant, en essayant de tout balayer, il y aura des choses qui vont plus ou moins vous intéresser, des moments où ça va être un peu opaque pour vous, des moments où vous allez dire « Oh, c'est toujours la même chose », mais c'est l'équilibre. Sachant que je vais souvent, le fil rouge, c'est que je vais souvent vous ramener mon approche des cartes, qu'est-ce qui compte pour moi, quand je prépare des tirages, quand j'essaie d'interpréter et tout, et ça peut d'office être intéressant, puisque on a tous et toutes une façon différente d'aborder les cartes, et donc c'est toujours chouette d'aller chercher chez les autres des idées pour nous donner du grain à moudre, ramener de l'eau à notre moulin. Les expressions et moi, et surtout quand je suis fatiguée, vous devez bien rigoler quand vous m'écoutez. Bref, forcément, je vais reprendre les mêmes pincettes que toujours, mettre les mêmes précautions. Il y a plein d'autres façons de tirer les cartes que ce que je vais vous proposer. Il y a plein d'autres pistes d'interprétation. Je ne vous dis pas que c'est mieux ce que je fais. Je ne vous dis pas que c'est forcément plus nul. C'est juste que... voilà. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Ne pensez pas que c'est paroles d'évangile. Non, mais voilà, ça nourrit le truc et tout ça. Et surtout... voilà, écoutez, appropriez-vous le contenu, ne pensez pas que c'est d'office comme ça et pas autrement, mais peut-être que comme vous l'avez toujours fait, ne pensez pas non plus que c'est d'office comme ça et pas autrement, et accordons-nous de la liberté dans nos approches du tarot. J'ai envie que cette vidéo, elle soit assez générale. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a forcément des sujets dans lesquels on ne va pas creuser. Je ne vais pas faire des démonstrations de ce que je vous explique aujourd'hui, mais on va faire des vidéos de démonstration, promis. Il y a peut-être des sujets où vous allez dire c'est toujours pas clair, et là c'est l'occasion d'aller plus loin. Et par exemple, je vais mélanger dans ce que je vais vous dire comment on fait des tirages perso et comment on fait des tirages pour d'autres personnes. Mais en réalité, on peut même, par exemple moi, ma façon de me tirer les cartes pour moi, elle n'a rien à voir avec ma façon de tirer les cartes pour d'autres personnes. Donc, il y a des moments où c'est très poreux, il y a des moments où c'est très cloisonné, et dans mon discours, je ne vais pas forcément tout le temps faire la différence entre les deux, mais je vais parler d'une façon générale afin que, ou avant que, par la suite, on aille davantage chercher les petits points où c'est pas encore très très clair, où on a envie de creuser, et vous me direz tout ça en commentaire ou en message privé par-ci par-là, et puis on verra quand est-ce qu'à un moment, ça donnera autre chose. Au niveau du vocabulaire, c'est toujours la même chose, il faut parfois une petite explication.
J'utilise le terme tirer les cartes ou taroter parfois pour le fait de les tirer, genre les piocher, mais aussi les interpréter. Parfois, du coup, je vais parler d'une lecture de tarot, de lire les cartes. J'aime bien ce terme-là parce que de facto, ça ressemble vraiment au fait de faire un récit et de lire quelque chose. C'est indépendant du fait d'écrire ou d'avoir une interaction avec une personne en face ou de faire des tirages en distanciel et tout. Mais ça, c'est encore toutes des choses qu'on va ramener après. Quand je parle du tirage, je parle aussi de l'acte de tirer les cartes et de les positionner. Et parfois, je vais dire tirage pour dire c'est les cartes qu'on a devant nous et pour lesquelles on a déterminé des positions. Et ça, c'est le tirage. Ou les positions de chacune de ces cartes, c'est le tirage. Quand je vais essayer d'être spécifique pour que vous ne dites pas oh, mais le tirage c'est quoi? C'est quand tu parles, c'est ce que tu as devant toi, c'est blablabla. Je vais essayer de parler d'étalement, qui est une traduction assez littérale du terme spreads en anglais. Je sais pas, parce que moi je lis pas beaucoup et j'écoute pas beaucoup en français sur ces sujets-là. Je sais pas quel est le consensus et j'ai pas l'impression qu'il y en a. Mais l'idée d'étaler les cartes et avec chacune leur position et puis de partir de là pour faire une interprétation, une lecture me plaît bien. C'est pas du tout obligé d'avoir une question ou une thématique avant de commencer un tirage de tarot. Et parfois, c'est ça qui est chouette, par exemple pour mes cartes du jour, ce qui en soi est déjà une thématique en fait. Mais de juste sortir de cartes et de voir quelles sont leurs interactions, comment elles se parlent, comment elles se répondent, de faire de l'écriture, soit très libre, soit du journaling, soit très structuré avec des questions précises, juste sur comment ces cartes fonctionnent entre elles, comment elles se répondent, pourquoi la lune fait écho au pentacle qui elle-même fait écho au ciel, puisqu'en fait c'est son reflet dans l'huître, ou bien peut-être que c'est une perle d'huître. Voilà, il y a plein de trucs. Qu'est-ce que ça nous évoque, toutes ces choses-là? C'est très possible de faire des tirages sans partir d'un questionnement ou d'un thème. Mais pour pouvoir comprendre comment on fait des tirages de tarot, et développer des réflexes, et développer une grille d'analyse ou une façon de fonctionner, c'est quand même bien de partir du principe qu'on va avoir ça au début. Qu'on va se fixer une thématique, une question. Pour moi, c'est quand même une porte d'entrée dans l'apprentissage, dans le processus, ou même si à un moment vous dites « Ok, j'ai envie de revoir les bases, d'approfondir ça », je trouve que c'est plus studieux en fait comme façon de faire que la façon complètement libre. Parfois quand on essaie de tirer les cartes libres sans trop de questionnement et surtout sans avoir tiré des positions déterminer des positions pour chacune des cartes, on peut faire preuve d'assez bien de mauvaise foi, on peut plus facilement arriver et voir ce qu'on a envie de voir dans les cartes. Et je dis ça sans poser un jugement, en fait c'est assez normal qu'on ne soit pas toujours très connecté à notre intuition ou très connecté à notre capacité d'analyse objective et qu'il y a plein de choses, nos schémas, notre environnement, ce qu'on a en tête, ce qui est en train de tourner en boucle dans notre tête et tout, qui viennent parfois parasiter le recul qu'on prend quand on fait un tirage. Et qui vient rendre la lecture moins fluide. Et en vrai, en réalité, moi je pense que c'est possible de faire dire tout et n'importe quoi aux cartes. C'est possible, c'est vraiment possible. C'est possible qu'une personne va voir 3 cartes ensemble, elle va dire « Ah ouais, ça peut vouloir dire ça » et que la personne à côté, elle va vous dire l'inverse. Parce que c'est faire du récit. Et c'est important aussi pour nous d'avoir notre propre méthodologie, d'avoir la liberté qu'on a envie de se mettre dans notre analyse, mais aussi d'avoir une certaine rigueur quelque part dans notre système. Mais c'est les aléas du fait de tirer les cartes. C'est mettre en récit, c'est faire narration avec les cartes. Et donc, dès qu'il y a narration, il y a la possibilité de tomber dans un truc où on raconte n'importe quoi ou des choses qui partent très très loin. C'est très mercurien finalement les cartes. Et c'est quoi l'archétype de Mercure en tant que planète et en tant que déité? C'est d'être un beau parleur, d'être un beau farceur et d'avoir une logique implacable, mais de pas toujours la mettre au service de la vérité ou de pouvoir jouer avec la vérité et la malaxer. Je pense que c'est intéressant pour nous aussi
d'approcher nos tirages comme ça et de se demander où est notre intégrité, où est notre méthodologie, où est notre rigueur et où elle l'est pas aussi, à quel moment on a juste envie d'être libre. Et parfois, il y a des gens qui veulent vraiment suivre la structure du tarot à tout prix, sinon ils sont à côté du tirage. Et parfois, quand on a une optique qui est plus de la voyance ou qui est plus médiumnique, les cartes, elles sont juste là comme support pour activer des choses dans notre mise en récit, dans ce qu'on reçoit comme récit, dans ce qu'on transmet comme récit. Et à la limite, peu importe ce qu'on voit dedans, puisque ce qu'elles auraient pu dire dans une autre circonstance, puisque ce qui compte, c'est que nous, on se fasse le canal des messages qu'on reçoit d'ailleurs. Donc, il y a toute cette diversité, et il y a des rigoristes du tarot, il y a des créatifs et créatifs totales du tarot. Je crois qu'il y a un équilibre entre les deux, mais que c'est déjà peut-être le point de départ d'être consciente que faire un tirage de tarot, c'est pas une science exacte. Il n'y a rien qui dit que ça va être infaillible. Il n'y a rien qui nous dit que dans notre tête aujourd'hui, on n'est pas juste pas capable de faire un tirage. Je parlais dans une de mes dernières vidéos du fait parfois j'ai pas l'énergie parce que je suis une malade chronique et que je serai la dernière personne à vous dire quand vous êtes malade, vous pouvez pas tirer les cartes et ce genre d'injonction qu'on voit parfois dans le milieu du tarot parce que quand tu es malade, quand tu es en dit, tu vas toujours être malade, tu as le droit de tirer les cartes, ok? mais qu'il y a des façons aussi d'interagir avec les cartes en amont du tirage pour se dire ok, mais est-ce qu'aujourd'hui j'ai ce recul, ce degré d'ouverture? Est-ce qu'aujourd'hui je suis quand même pas trop dans mes angoisses qui va m'empêcher de tirer les cartes correctement sur une thématique précise? Et ça ne nous empêche pas d'aller vers les cartes et de faire toc toc. Cher tarot, comment je gère mon angoisse aujourd'hui? Le 8 de bâton, il fait ça va, mais t'es juste un peu trop speedou, peut-être, pour moi. Ou alors, il peut dire non, c'est bon, t'es droite ligne, là, les messages, ils vont arriver nickel. Et ça nous permet déjà aussi de savoir si on a une carte qui sort, qui est une carte. Il y a moyen de crier là-dehors? Oh, parfois, c'est les livreurs. Non, c'était un peu difficile. Pour les personnes qui ont vécu des trucs violents devant chez elles ou chez elles. J'arrive. Et déjà, quand je vous dis ça peut être ci ou ça peut être ça, le 8 de bâton, ça peut être un oui comme ça peut être un non. Mais de pouvoir questionner le tarot déjà sur notre état. Le 10 de bâton, c'est genre full full d'infos, trop d'infos. On va plutôt tirer une carte pour essayer ou 3 cartes pour voir comment on se sent aujourd'hui, comment gérer cette angoisse, ou comment l'apaiser, ou comment juste l'écouter et lui faire de la place, plutôt que de se lancer dans un grand tirage. Et parfois, c'est juste ça l'intégrité, de pouvoir dire à quelqu'un, t'as réservé un tirage, et je sais que c'est important de tenir ces deadlines, mais c'est moi. Et donc, je préfère te dire que ça arrivera dans 2 jours plutôt que de faire un tirage aujourd'hui alors que j'y suis pas complètement. J'ai pas assez d'énergie ou j'ai besoin de mon énergie pour moi aujourd'hui. Ou bien c'est ok d'arriver, d'avoir envie de faire un tirage et puis de juste se dire ah mais non en fait mon angoisse ou mes préoccupations quotidiennes ou les conflits, les chamailleries que j'ai dans mon quotidien et tout, prennent le dessus dans ma tête. Donc au lieu de faire ce grand tirage sur mon grand changement de carrière, blablabla, peut-être qu'il vaudrait mieux que je fasse un très simple tirage autour des thématiques qui arrivent avec les cartes. Moi je crois que je suis très chiante parce que vous arrivez, vous vous dites que vraiment je vais vous livrer les clés de comment faire un tirage là tout de suite, et je suis déjà en train de vous dire ouais, mais c'est plus compliqué que ça, attention. Et en fait, l'idée, c'est de pas dire que c'est compliqué, et l'idée, c'est de dire que il faut une certaine dose de fluidité et de flexibilité aussi pour appréhender des tirages, et que donc, à l'image du 2 de Pentacle, et que donc, c'est aussi possible d'arriver devant les cartes, ou d'aller chercher les cartes et de faire preuve de ça, pour pas s'imposer une thématique, un grand truc de 10 cartes ou quelque chose comme ça. Ce qui, moi, au final, au fur et à mesure de ma pratique, du coup, c'est ce qui me vient le plus et ce qui me nourrit le plus.
par rapport à mon niveau d'énergie. Par exemple, en tant que malade chronique, c'est plus intéressant pour moi de tirer les cartes au quotidien, des petits tirages, ou en début de semaine, 3 ou 4 cartes, ou voilà, des choses comme ça, plutôt que faire des grands tirages dont je suis censée intégrer les leçons sur très longtemps et travailler avec. Oh, me dites pas qu'il y a encore une souris, hein. Et travailler avec ce tirage et tout ça, mais qui au final pour moi ça va donner ok, ça m'a dit c'est bon, c'est le bon moment pour te lancer dans, je sais pas moi, écrire un bouquin. Je peux pas écrire un bouquin, je vous rassure, ou un truc comme ça. Et puis après, bah ouais, ma santé elle me met KO et quoi, je vais rester sur mon tirage et je dois trouver absolument les leviers, hein, parce qu'il faut appliquer mon tirage. Bah non, je vais plutôt voir au quotidien, ok, aujourd'hui j'ai une bonne énergie créative, qu'est-ce que je peux faire en fonction de mes cuillères. Je vous rappelle la théorie des cuillères, hein, c'est une théorie qui est liée à la maladie chronique et au handicap, et qui part du principe qu'on a un nombre limité de cuillères qui représenteraient notre jauge d'énergie sur la journée, et que quand on a une maladie chronique, des activités bêtes comme manger, prendre sa douche, se coiffer, des choses vraiment toutes bêtes, ou faire à manger, ça prend un certain nombre de cuillères, et différemment selon les jours, différemment selon notre maladie ou notre état, mais c'est pas que utilisé pour des maladies, hein. C'est aussi lié, on peut l'utiliser pour des conditions qui ne sont pas des maladies, comme l'autisme, mais qui vont par exemple, dans le cas du spectre autistique, générer des handicaps au quotidien, parce que la société est tellement pas adaptée à la neurodiversité. Voilà. Et donc dans cette théorie des cuillères, à la base c'était genre tu as un stock de cuillères le matin pour ta journée, et donc tu dois gérer tes cuillères toute la journée parce qu'après elles diminuent. Moi dans mon cas, le matin j'ai 3 cuillères, mais par exemple en cours de matinée je vais en choper 6, mais juste en faisant pas d'effort. Ça va me permettre de restocker, et je sais pas, avec le syndrome des lèvres dans l'os, c'est pas toujours facile de quantifier qu'est-ce qui ramène ou qu'est-ce qui prend des cuillères. Parce que par exemple notre fatigue ou notre douleur, elles peuvent venir de choses. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Franchement, si on commence à parler de la maladie chronique, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais donc, j'ai pris cette habitude de faire des tirages plus réguliers, parce que c'est plus facile pour moi d'activer ce qui est dans le tarot de cette façon-là qu'en faisant des très grands tirages, avec beaucoup de cartes, mais qui sont impossibles à mettre en action, impossibles à activer, et qui ne correspondent pas au flux de la vie, à l'évolution de la vie. Par contre, si je commande des tirages de cartes ou des thèmes astro ou quoi chez d'autres personnes, alors là, parce qu'il y a un échange, on est dans une autre dynamique au niveau énergétique, je vais avoir des cartes en main que je vais vraiment mieux pouvoir traîner sur du temps. Ça, les tirages que je vais chercher chez d'autres, souvent je les ressors pendant des mois, parfois même des années, parce que ça a vraiment du sens pour moi. Mais voilà, comme quoi. Et c'est pas une règle, c'est juste, je vous dis comment moi je fonctionne. Donc on a vu qu'arriver avec une question ou une thématique, c'était déjà une très très bonne base pour construire son tirage. Parfois la thématique va être telle qu'une seule carte va suffire pour répondre à notre question, à notre thématique, et parfois en partant de là, on va voir comment on peut construire le tirage. Par exemple, si quelqu'un va m'envoyer une question de choses ou une série de thématiques que la personne a envie d'aborder dans un tirage, c'est très important pour moi de partir d'éléments que la personne a laissés, de petits mots et tout, pour construire et tout intégrer dans le tirage, et donc dans chacune des positions. Parfois je vais lire un mot et ça va m'évoquer autre chose, et je vais expliquer si possible ou pas à la personne pourquoi, du coup, comment moi j'ai tiré sur ce fil là pour le répercuter dans le tirage. Donc c'est quand même assez important d'arriver avec sa thématique, qu'on construise après un étalement super bien structuré ou pas. Ça nous aide et ça nous permet d'être présents avec les cartes et avec tout ça. Alors on a toujours cette idée, on mélange les cartes en pensant bien à sa question et tout. Là évidemment, on fera une petite démo dans une vidéo suivante. Moi je suis pas sûre que c'est obligé de faire comme ça, mais là-dessus c'est vraiment les pratiques qui nous mettent à l'aise et qui nous permettent le plus possible quand même d'ouvrir avec ce tirage de tarot un espace, un moment qui est à part, pas forcément hors du temps ou hors du quotidien ni rien, je pense pas que c'est utile, mais à part pour se connecter à soi ou à autre chose, ou
un peu aux deux. Ça, c'est selon notre façon de tirer les cartes. Et donc, prendre ce temps de réfléchir aux thématiques et aux questions qu'on a pour l'instant, ça peut être utile. Parfois, c'est aussi utile de faire une petite méditation, une petite visualisation. C'est tout simple, hein. On ferme les yeux et on se dit, ok, j'ai telle et telle et telle et telle pensée du quotidien qui sont un peu trop, qui vont m'empêcher de me focaliser sur ma question aujourd'hui. Et donc, on peut se visualiser, par exemple... J'essaie de prendre un exemple qui n'est pas trop personnel pour ne pas vous dire ce que moi je fais, mais dans un jardin où on peut creuser un trou, où on va déposer les pensées qui pourraient venir nous entraver dans notre tirage et on viendra les récupérer après. On peut les mettre dans, je sais pas moi, une petite valise. Ça peut prendre assez peu de temps, mais c'est quand même assez intéressant, je trouve, de faire ce genre de choses où on peut... si vraiment elles sont embêtantes et que de toute façon on n'a pas envie de rester attaché à tout ce qui remue dans notre tête, on peut aussi imaginer qu'elles s'en vont avec comme des petits ballons ou des petits nuages, que les vents les emportent. Ces exercices de visualisation, peut-être ça a l'air con comme ça, mais c'est assez intéressant pour notre cerveau, pour qu'on reçoive, pour tout notre être en fait, pour recevoir le message qu'on arrive dans un autre mode. C'est pas une nécessité. Mais moi, maintenant, je n'arrive plus à faire des tirages sans avoir soit une méditation avec une visualisation, soit une visualisation, soit une méditation, quoi. Petit conseil. Pas nécessaire, mais voilà. Puisque si on veut parler de tous ces petits rituels-là, et ça peut aussi être une carte, tirer une carte avec un autre jeu ou une carte avant de s'y mettre pour visualiser ça et le mettre de côté, le retourner. Voilà, ok. Il y a des personnes qui vont symboliser l'espace du tirage en allumant une bougie, parce que voilà, ou en ayant d'autres types de petits rituels, parce que voilà, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être dans le silence, il y a des personnes qui ont besoin de se mettre un certain type de musique ou un certain type d'encens pour symboliser ça. J'ai eu une période où j'étais capable de tirer les cartes en public, pour d'autres personnes, pour des amis, au bar. J'ai même lu les cartes dans des événements publics, militants il y a des années, mais je ne sais pas comment j'ai fait ça. Mais maintenant, je ne peux plus faire ça. Pas juste au niveau de mes capacités physiques et de concentration et du fait que j'arrive plus à trier le bruit et tous des trucs comme ça, mais aussi tout simplement parce que j'ai ôté, je pense, les rituels qui sont les petites choses qu'on conseille souvent aux personnes qui apprennent le tarot et qui sont plus des conventions mais qui au final n'avaient pas de sens pour moi. Mais j'ai aussi trouvé ce qui était vraiment important pour moi. Et alors, si je dois tirer les cartes pour moi, c'est sûr que je ne vais pas systématiquement me dire tout est ouvert, je suis prête à recevoir les messages, je me fais canal, j'ouvre ma clairaudience, ma clairsentience, ma clairvoyance ou des trucs comme ça. Parce que c'est beaucoup plus spontané quand je me tire les cartes pour moi que ça. Mais si je vais tirer les cartes pour d'autres personnes, j'ai un bref rituel comme ça dans ma tête ou dans ma visualisation de ok, je suis réceptive, je demande la protection de blablabla, je suis ouverte à ta, mais pas à ça. Alors dans les trucs qu'on donne souvent comme exemple, hein, c'est dire voilà, je suis là et je veux recevoir les messages des guides de machin dans le meilleur intérêt de machin pour pas se capter des trucs. Ça c'est vraiment à chacune de tester si vous êtes au niveau du débutant, débutante, et si vous n'avez pas envie de faire des trucs comme ça, que ça vous paraît être complètement barré et que ça n'a aucun sens, c'est juste ok. Et si vous avez besoin de prendre un bain, de vous laver les mains, les pieds, la tête avant de commencer, c'est vraiment à chacune de trouver ce qui nous convient, mais je dirais que ça prend du temps. Et donc au début, en tout cas dans mon cas, hein, au début c'est vrai que je regardais, je lisais, qu'est-ce que font les autres, et puis j'essayais. Et je me disais, oh bien, parce que tout le monde fait ça, donc ça doit être bien comme ça. Et puis au fur et à mesure, on se fait, non, ça c'est pas pour moi. Par contre, moi j'ai vraiment besoin de ça. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va venir. Il n'y a pas de règle figée. Tu peux tout à fait faire un tirage formidable, juste maintenant comme ça, en tirant 3 cartes, passé, présent, futur, quoi. Hein. Moi, quand je dis que c'est bien d'avoir une thématique ou une question, la thématique, ça peut être, si c'est votre truc,
que vous trouvez sur internet ou ailleurs, des tirages type de pleine lune, ou pour une pleine lune spécifique, ou des tirages de nouvelle lune, ou je sais pas moi, il y a plein de modèles de tirages sur internet, il y a plein d'étalements qui vous sont proposés, et ça peut être ça votre thème, parce que ça vous parle, ou parce que vous êtes sur une thématique particulière et vous avez la flemme de faire un tirage vous-même, et donc vous allez chercher. Moi, en général, je vais créer mes tirages moi-même, et pour d'autres, je n'utilise jamais un truc tout fait, mais il y a vraiment des moments où certains des tirages exploratoires que proposent certaines personnes me parlent, et donc j'ai pas besoin de ramener autre chose dans ma démarche ou dans ma thématique que ça. Mais parfois ça peut être des questions du genre, je me lance dans un nouveau projet, qu'est-ce que, où j'en suis, qu'est-ce que je peux ramener avec ça, ouais, il y a tellement de choses. Au niveau des questions, on dit souvent qu'il faut éviter les questions en oui ou en non, et puis les questions qui sont purement prédictives. Moi, je ferais pas ça. Si quelqu'un me demande, bon, je pense que personne ne vient vers moi pour savoir quand est-ce qu'on va rencontrer l'âme sœur, parce que c'est pas le genre de tirage, enfin, si vous connaissez un peu le genre de tarot que je fais, vous savez bien que ça sert à rien de venir vers moi pour ce genre de choses, c'est pas... voilà, mais donc voilà, c'est typique, hein, c'est ce truc de la personne, elle ne demande pas d'un éclairage sur son parcours, sur ce qu'elle peut mettre en place, sur ce qu'elle peut accueillir dans sa vie, sur quels sont les blocages et tous ces trucs-là. Elle demande juste une date comme ça, genre. Ça, il y a des gens qui pratiquent ce genre de tarot. C'est pas chez moi que vous allez avoir des conseils pour pratiquer ce genre de choses. Et pour moi, partons de cet exemple-là qui est très cliché et probablement... Si, il n'y a qu'à voir les trucs qui fonctionnent sur YouTube et tout. En fait, plein de gens cherchent des tirages pour des trucs comme ça. Je comprends hein, qu'on a envie de rencontrer son âme sœur, mais je ne pense pas que c'est la bonne question à poser au tarot. Et donc, c'est assez intéressant pour soi-même ou pour d'autres quand on a ce genre de questions. Et on a ce genre de questions parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie d'avoir des réponses. Mais le tarot est pas l'outil le plus fiable là-dessus. Ce qui est plus intéressant, c'est vraiment de décortiquer ça pour se dire plutôt, bah oui, ok, non, mais plutôt comment on peut mieux se poser la question, bah pourquoi j'ai à tout prix envie de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui me manque, vers quels espaces je peux me diriger pour rencontrer quelqu'un, quels sont les schémas que j'ai accumulés qui font que je rencontre jamais des personnes avec qui ça colle, ou je me mets toujours en relation avec des gens avec qui ça colle trop pas. Et donc il y a tout ce genre de choses qui va nous permettre de faire ce travail qui peut nous mener indirectement vers ce genre de questions, mais qui va plus profondément. L'idée du tarot, c'est d'aller en profondeur, quoi. C'est de dresser un paysage de tous les éléments qui sont autour de nos questions. Et donc poser une bête, c'est condescendant, mais une question aussi simpliste que quand vais-je, et passive, quoi, où on n'est vraiment pas du tout des acteurs de notre life, c'est dommage, et il faut reformuler. Et en vrai... Ok, je pense vraiment pas que quelqu'un va me poser ce genre de questions, et je vous dirai honnêtement que je ne réponds pas à ce genre de questions. Mais il n'y a pas non plus de mauvaises questions. Ça veut dire si quelqu'un me formule, ou que moi je me formule une question en oui ou non, très simple, avec une vision d'avenir ou quoi, j'avais pris un exemple tout à l'heure, est-ce que c'est le moment pour moi d'écrire un livre sur le tarot? Et je pense à cette question parce que je me la suis déjà posée. Je crois que j'ai répondu par le pendule et pas par le tarot d'ailleurs. Et je l'ai posée à mes guides, quoi. En tout cas. Avant de vous dire maintenant, non, je vous rassure, je ne suis pas du tout en train de travailler sur un livre, mais aussi parce que j'ai fait ce travail-là, quoi. Et la question n'est pas de penser que ça va nous tomber du ciel, que d'un coup, notre roman, il va s'écrire tout seul, quoi. Hein. Et donc, comment on fait ça? C'est genre, qu'est-ce que j'ai déjà fait dans ce domaine-là? Quelle est l'expertise que j'ai emmagasinée? Quels seraient les outils que j'aurais à ma disposition pour aller plus loin? Et là-dedans, il y a aussi un truc pour moi, si je veux me connecter à mes guides, qui est, bah, mes très chers guides, est-ce que pour vous,
c'est vraiment quelque chose qui est à l'agenda pour moi. Et j'ai envie, toute ma vie, j'ai eu envie d'être une autrice. Et quand mes guides, ils me font, ah non, en fait, sorry, hein, fille, mais en fait, c'est pas ton truc, ta mission, c'est ta mission, ou ce dans quoi tu as besoin de mettre ton énergie et tout, pour l'instant, c'est pas là, en fait. Et t'es en mode, j'ai déjà écrit 2 chapitres, et gna gna. Oui, mais non. Et parfois, ok, du coup, la réponse, elle va être aussi catégorique que ça. Ça m'arrive de faire des tirages où c'est pas du tout en pouvoir. Le tarot est super clair, c'est un oui ou c'est un non. Mais ma question, elle va être plus large à la base. Et du coup, je vais pouvoir ramener, ok, mais du coup, comment puis-je le mieux transmettre ce que j'ai à transmettre sur le tarot? Dans quoi mettre davantage mon énergie? Quel médium privilégié? Quelle plateforme? Quels sont mes atouts? Quelle est mon originalité? Qu'est-ce qu'il faut que... Là où je dois arrêter de dépenser de l'énergie parce que je me dissipe au lieu d'apprendre de la substance et tout. Et en réalité, à partir du moment où j'ai eu ma réponse qui est bah non, en fait, écrire un livre sur le tarot, c'est pas pour toi. Je pense que plus ou moins à ce moment-là, ma santé elle a commencé à vraiment fort décliner et du coup, j'ai continué à créer du contenu sur le tarot, j'ai jamais arrêté, mais en réalité, j'ai adopté des formats qui sont beaucoup plus propices à ma santé. Donc vous voyez, tout en ayant quand même en tête ce truc très précis, parce que voilà, c'est mon rêve, et c'était mon rêve, et j'avais vraiment envie, et j'avais commencé et tout. Il y a ce truc en oui ou en non, mais est-ce que vraiment, un jour, je vais réussir à faire ce livre? Et en même temps, il y a tout ce qui vient autour. Donc ça, je pense que c'est important. Et parfois, c'est quelque chose qu'on ne ramène pas dans un seul tirage. Mais si j'avais juste eu un oui ou un non, imagine, tu as ce genre de questions. Bah, t'es cras avec ça, comme on dit chez moi. T'es cras avec ça, t'as juste un oui, mais ça comment, quoi, tu crois, il va te tomber du ciel, ton truc? Mais non, t'as besoin beaucoup plus d'aide sur comment activer ça et te concentrer là-dessus et tout. Et si t'as un non, ce qui est quand même le truc du rejet, genre l'univers m'envoie une porte qui se ferme à ma tronche, bah c'est ok, d'accord, mais then what? Et donc, décrypter ça, décrypter aussi peut-être, je sais pas moi, quand on est artiste ou créateur, créatrice ou quoi, parfois on a vraiment une vision tellement grande de ce sur quoi on a envie de travailler et la réponse va être simplement, mais oui, non. Dédramatise, soit plus dans des petites choses. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui font partie de ces nécessités de reformuler les questions pour arriver au tarot avec plus de complexité et pour, si jamais on a des grosses portes qui s'ouvrent ou des grosses portes qui s'ouvrent ou qui se ferment en mode « Ah ouais, ça a l'air bien dégagé par là, ça bouge trop bien » ou bien « Non, non, mais là, c'est stop, fini ». On reste pas juste avec « Ok, the wild unknown ». Tout est libre, tout est grand devant moi et puis on est juste... Ou bien on s'est fermé, on a juste envie de se foutre en boule sur le sol et d'attendre que ça passe. Le tarot, il n'est pas juste là pour nous renvoyer des portes à la gueule ou nous en ouvrir bien grand. Il est là pour faire, ok, tirons des fils, activons des choses, essayons de comprendre, d'où on vient, ce qui nous a amené là, ce que ça nous fait ressentir, comment on peut réagir, comment on peut répondre, comment on peut se construire, comment on peut se projeter sur le long terme, quels sont nos outils dans l'immédiat. Si le tarot, il y a quand même plein de cartes dans le tarot qui nous disent « Ouais, en fait, non, là, pour l'instant, ça bouge pas, hein, ça bouge pas des masses. Hein. » mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas... Ces temps-là, ils peuvent être improductifs, infertiles, mais ils sont pas non plus des moments où il se passe rien. C'est des moments liminaux qui peuvent être super longs, mais où il y a quand même des choses qui peuvent se dérouler, aussi inutile que ça puisse paraître dans un premier temps. Et donc, il y a quand même moyen d'aller creuser là-dessus. Quand tu as ta question ou ta thématique, que tu as commencé un petit peu à regarder les grandes lignes, voir ce qui te marquait le plus, en retirer la substance et tout, tu peux choisir différentes choses. Tu as les formules avec des mini-tirages qui fonctionnent souvent beaucoup mieux que des grands, mais moi, j'arrive pas trop à faire du mini parce que je ne suis pas mini dans la live. Et ça, c'est des tirages à 1, 2 ou 3 cartes.
Et les formules sont souvent très très simples et ça peut être très efficace. Alors on a l'idée classique du passé, présent, futur, qui souvent veut plutôt dire où on en est là pour le moment dans le présent, d'où on vient, et qu'est-ce qu'on commence à accueillir dans notre vie, ou bien qu'est-ce qui est prêt à partir dans nos vies, sur quoi on peut lâcher du lest et tout, et ce sur quoi on peut commencer à travailler. Donc elle est très modulable, ce passé, présent, futur, ça ne nous rend pas complètement inactifs, passéistes, passifs, je sais pas, en train d'attendre que tout se passe. Donc il y a quand même déjà moyen là-dessus de faire des choses. Et sur les 3 cartes, il y a tellement de solutions, mais ça peut être, il y a tellement d'options, mais ça peut être où j'en suis, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que je peux activer comme changement. Des trucs avec problème, solution, il y a beaucoup de gens qui font ça dans le tarot. Moi j'utilise, je pense assez rarement ce genre de choses parce que j'aime bien utiliser le tarot. Ouais, c'est souvent besoin de plus de cartes en vrai. Dans vraiment les gros tirages, mais dans mes tirages que je vais me faire au quotidien, ouais, trop grave, je peux me faire ça, mais ça n'a pas une portée de ouf, quoi, ça n'a pas une portée de genre, ouais, je vais rester avec ce message du tarot pendant 3 mois et voir comment ça se développe et comment je peux utiliser ça, quoi. En fait, le mieux du mieux, pour moi, quand on compose des étalements, c'est d'avoir sa petite valise, sa petite boîte à outils, et d'aller chercher et de composer notre tirage en fonction de grandes positions qu'on aime bien et qui nous paraissent vraiment utiles pour avoir une vision d'ensemble. Et qu'on peut après décliner en fonction de notre question, de la question du consultant-consultante, de la question un truc avec lequel on a des affinités. Par exemple, si on aime bien utiliser des figures de la culture pop, ça peut être super sympa de prendre une chanson, une série et avec ça de combiner quelque chose. Ça peut être un élément visuel, par exemple, articuler les positions en fonction d'un arbre. Qu'est-ce qui fleurit? Quelles sont mes racines? Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous permettre visuellement de composer un tirage qui va résonner davantage. Mais sur les positions, même si on peut même si c'est chouette de pouvoir les adapter à notre situation, à notre image, etc. Au final, je trouve que c'est souvent la même chose qui revient. On a souvent cet exemple du tirage en croix celtique. C'est une espèce de grand tirage en une dizaine de cartes. Je ne saurais même pas vous dire tout ce qui vient dedans, mais on a une carte au milieu, au-dessus, en dessous, et alors 4 cartes sur le côté. C'est genre où t'en es, quelles sont les influences extérieures, qu'est-ce qui est en train d'entrer dans ta vie, qu'est-ce qui est à l'inconscient, qu'est-ce qui est nouveau, tes espoirs, tes rêves, ton objectif, ton blabla. Bon, ok, c'est vraiment beaucoup, et c'est souvent un tirage qu'on fait pour commencer. Il y a des gens qui continuent à le décliner à chaque fois en fonction des questions, et on en a d'autres qui vont quand même... Moi, je trouve que c'est intéressant d'utiliser ça, mais d'être vraiment capable de le décliner. Donc, qu'est-ce qui est souvent utile comme position? Moi, où j'en suis là maintenant dans ma vie, un truc assez général, ou quel est mon état d'esprit, ou un truc comme ça. Souvent, c'est bien. Ou bien, quelle est la situation que je traverse? Juste pour visualiser, c'est parce que le tarot se pose souvent témoin de ce qu'on traverse, et que d'avoir une façon de reformuler, de revoir, de mieux comprendre, d'avoir davantage d'éléments sur ce qu'on traverse, c'est toujours très très bien. Même si peut-être à la base on a posé notre thématique, on a raconté de qu'est-ce qu'on traversait, puis on voit une carte et on fait ah ouais, mais voilà, j'ai déjà un truc en plus. D'où on vient, moi ça je trouve ça toujours bien. Ça peut être ce qu'on veut. Moi j'aime bien la question des outils, des ressources qu'on a ou qu'on n'a pas et qu'on peut inviter, parce que c'est des choses qui sont empouvoirantes et qui nous redonnent juste des outils pour travailler avec ces tirages là. Je regarde ce que j'ai noté ici. Qu'est-ce qui s'ouvre ou qui pourrait s'ouvrir, qu'est-ce qui se ferme, comment accueillir ça, comment fermer tel ou tel chapitre dans ma vie, quelles seraient des solutions, des pistes, quel est le problème ou le blocage, comment contourner ce problème ou ce blocage, ou quels sont les outils que j'ai à ma disposition. Et alors moi j'aime bien, j'ai aussi dans ma tête une base. Bon, pour certains c'est la croix celtique, pour moi c'était un tirage qui a été proposé par Beth de Little Red Tarot, qui est notamment dans un de ces petits zines livrés autour des tirages de tarot, mais qui je pense est aussi disponible sur son site, dont je vous mettrai le lien, même si c'est sa version en anglais. Je crois que j'ai une fois fait un article où je l'ai traduit. Je regarderai ça pour vous. J'aime bien la métaphore de ce tirage qui est un tirage de pont.
et donc de transition, parce que je trouve qu'on vient souvent au tarot dans des situations de transition, de liminalité, c'est d'où on vient. Ça peut être qu'est-ce qu'on a appris de ce qu'on a traversé, même si, attention, avec ça, il n'y a pas toujours une leçon dans tout ce qu'on traverse, mais en même temps, même s'il n'y a pas une leçon de vie derrière, souvent on apprend de toute expérience qu'on traverse, donc ça peut être une position, et puis ça peut être de quoi je dois faire le deuil, ça peut être au-dessus du pont où j'en suis maintenant, et à tout au bout du pont, avec la vidéo, je ne sais pas si vous n'allez pas me voir à l'envers en fait, mais bon, donc vers l'avant, voilà, quelles seraient mes prochaines étapes, quels sont mes outils, qu'est-ce que je peux cultiver comme vision. On peut avoir l'eau qui passe sur le pont, qui va être peut-être des éléments qui sont plus extérieurs à nous, ou des alliés, ou des choses comme ça. Et alors j'aime bien, je fais jamais le tirage comme ça du pont, avec ses 7 ou 8 positions ou 9, mais j'aime bien pouvoir décliner quand même autour de quelque chose comme ça. C'est toujours chouette d'avoir vraiment ce genre de choses dans sa boîte à outils et de composer après. J'aime bien aussi travailler avec les éléments. Donc, si vous n'êtes pas familière avec ça, vous n'allez peut-être pas commencer par là. Si vous l'êtes, c'est pas mal. La terre, le feu, l'eau et l'air. Et de les décliner selon une situation. Parce que ça peut être plein de choses. Et que donc, à certains moments, la terre, c'est qu'est-ce qui manque, quelles sont mes bases, ma stabilité. À d'autres moments, ça va être qu'est-ce que je peux enterrer et envoyer au compost, par exemple. Et l'air, ça peut être réfléchir sur ses angoisses, tout comme ça peut être des nouvelles idées ou des nouvelles inspirations, ou qu'est-ce que j'ai à communiquer. Et l'eau, ça peut être l'intuition, le spirituel, le mysticisme, comme ça peut aussi être accueillir des nouvelles relations dans sa vie, comment des questions au niveau sentimental ou des trucs comme ça. Et le feu, il peut nous parler de plein de choses. Il peut nous parler, comme chacun des autres éléments, de la fin de quelque chose, par exemple quelque chose qu'on est prête à brûler parce qu'on en a fini avec ça, tout comme il peut nous parler de ce qui nous pousse vers l'avant, de notre élan fou. Et donc voilà, et selon les saisons, selon les situations, je peux composer quelque chose avec les éléments qui me permet d'activer quelque chose. Et du coup, comme les éléments ont leur correspondance en tarot avec les pentacles pour la terre, les coupes pour l'eau, le feu et les bâtons, et les épées pour l'air, bah, c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver dans les positions que j'aurais choisies autour des éléments. Et du coup, comment ça peut se combiner, quoi. Est-ce que j'ai une épée en air ou bien pas du tout et j'ai plutôt une épée en eau? Et pour moi, ça rajoute une couche au tirage. Donc moi, j'aime bien avoir la grille, l'analyse des éléments en tête quand je fais un tirage, mais je prends beaucoup de liberté avec ça pour développer des positions. Et donc, peut-être vous, ce sera complètement autre chose. Et ça peut être vraiment, mais votre référentiel, il peut être mais trop basé dans je sais pas moi, dans votre saga préférée en livre ou dans l'astrologie. D'ailleurs, avec les éléments, on a un peu de ça aussi. Ou, vous avez toujours un cadre qui peut vous permettre à mettre dans votre boîte à outils dans lequel vous allez pouvoir piocher. Et je sais pas, il y a plein de gens qui ont utilisé par exemple Buffy et les vampires pour pouvoir construire des tirages de tarot variés autour de tout ça et tout. Ça peut être la mythologie, ou travailler avec des déités, des choses. Par exemple, j'aime bien utiliser dans un tirage, moi personnellement, la cave des quatre, qu'est-ce que ça va représenter, les torches des quatre, le carrefour, parce que j'ai un rapport dévotionnel avec cette déité, et donc pour mes tirages personnels, pouvoir utiliser tous les attributs des quatre. Et il y en a des tonnes et des tonnes, hein, les chiens, les astres, bah, ça peut me permettre de dire, ok, les chiens, ça symbolise quoi? Est-ce que ça symbolise notre compagnon intérieur, notre guide intérieur? Ok, la cave, pourquoi j'ai toujours cave? C'est vraiment un anglicisme, je veux dire la caverne ou bien la grotte, quoi. C'est l'entrée du monde d'en bas, et si je veux le prendre comme une figure au niveau de comment on s'interprète soi, ça peut être l'inconscient ou bien le refoulé ou des trucs comme ça dépend. Le carrefour, c'est l'endroit où on est dans l'attente et puis il y a des voies qui vont se présenter. Et les torches, elles nous montrent, pour moi, elles éclairent les voies. Il y a comme ça toute une série de symboles
et d'attributs qui sont liés à Hécate, mais on peut complètement faire ça avec d'autres déités, qui nous permettent de développer aussi des tirages. Tout ça, c'est ta boîte à outils, mais c'est super chouette d'avoir une boîte à outils. J'ai pas un bouquin où j'ai noté un carnet où j'ai noté ma boîte à outils, j'ai pas une... Mais au fur et à mesure, j'ai développé ça, et je peux toujours aller piocher dedans, parce que c'est plus simple pour moi quand je conçois mes tirages. Je sais, j'aide pas des masses, mais tu vois, comment tu réfléchis? Si tu vois un blocage, tu veux voir des pistes. Si tu vois des pistes et qu'il y en a trop, tu veux voir ce qui peut t'aider à prendre ta décision. T'as souvent besoin dans la vie pour activer des choses, d'avoir des outils, d'avoir du soutien, d'avoir des alliés. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Pour comprendre une situation, tu as besoin de comprendre d'où tu viens. Pour comprendre et pour te projeter dans tes nouveaux projets, etc., tu as besoin d'avoir une vision, mais tu as aussi besoin d'avoir c'est quoi les prochaines étapes, tu vois. Et tout ce genre de choses, bah, c'est important à chaque fois essayer de les passer en revue quoi, quand tu fais un tirage, pour que ce soit pas juste un truc. Quelqu'un m'a posé la question comment faire pour que mon tirage ne reste pas lettre morte. Ben, la première étape, c'est déjà de construire son tirage pour qu'il ne reste pas lettre morte. Et donc, c'est d'avoir des positions qu'on peut activer, qu'on peut aller rechercher, dans lesquelles on peut aller se resservir pour le porter plus tard. Et tu vas peut-être pas rester sur tous les éléments de ton tirage. Il y a peut-être plein de trucs dans ton tirage, tu vas y penser au moment du tirage et après tu n'y penses plus, c'est fini, c'est ailleurs. Mais par contre, que la carte du 6 de Pentacle représente une alliée, ça tu vas pas l'oublier. Qu'elle est arrivée en position de tes outils, tu vas pas l'oublier. Tu vas pas oublier que c'est bien beau de donner, mais qu'il faut aussi qu'il y ait quelqu'un que les gens te donnent en échange. Et que donc peut-être le travail gratuit c'est fini pour toi. Mais quand tu es en train de mener un nouveau projet et que tu as envie de dire oui à tout parce que tu penses que c'est ça qui va t'ouvrir toutes les portes, bah tu es contente d'avoir ton 6 de Pentacle pas loin qui te rappelle yes, mais attention, parce que là, tu es dans une logique où, pour l'instant, c'est important pour toi de donner, mais dans une optique de réciprocité. Et si c'est pas là, ça marche pas. Mais ça, c'est important pour que ton tirage ne reste pas lettre morte, par exemple. Que cette carte-là dans le tirage, tu l'aies isolée. Tu peux faire une photo, la mettre en fond d'écran de ton téléphone. Tu peux la placer sur ton bureau ou des trucs comme ça. Avoir fait un petit dessin dans ton carnet. J'ai oublié pourquoi je parlais du tirage lettre morte. Ah oui, c'est ça. Non, mais de penser déjà les positions de cette façon-là, c'est important. Si tu fais un tirage plutôt prédictif, bah, tu vas pas avoir la même chose dans ta boîte à outils que si tu fais un tirage plutôt psychologique. Si tu fais... et je dis pas que les deux sont mutuellement exclusifs, mais voilà. Si tu fais un tirage qui est dans le créatif, dans le projet et tout, tu vas, pareil, pas non plus mobiliser exactement la même chose. Et encore que... Parfois, il y a quand même des pompes. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est vrai que je vais souvent piocher le même type de position parce que je trouve que ça donne de la solidité à mes tirages et à ma façon de tirer les cartes. Et pour moi et pour d'autres. Quand tu conçois ton tirage, tu peux choisir qu'il va y avoir une ou deux cartes à lire ou deux ou trois cartes à lire dans leur interaction pour une même position. Attention, c'est pas le plus simple à faire. C'est déjà compliqué de lire les interactions entre les cartes quand on a une position définie par carte. Quand on en a plus pour une position, pour moi, c'est plus approfondi. Et même, je dirais que plus ton niveau est approfondi, c'est pas forcément quelque chose que tu vas avoir envie de faire. Par contre, parfois, j'ai prévu juste une carte et il y en a absolument deux qui veulent sortir. Ou il y en a une qui sort et il y en a une autre qui sort du jeu à ce moment-là. Et dans ce cas-là, c'est 2 pages, c'est des enfants ici. J'aime bien quand les pages sont ensemble. Oh, les petits nounours. Et la petite corneille. Là, parfois, voilà, il y en a une qui a sauté du jeu et ça rapporte complètement quelque chose au tirage, quoi. Et dans ce cas-là, c'est bien de les lire ensemble. Et ça peut être cumulatif, genre truc plus truc, ça devient ça. Ou ça peut être confrontationnel. Ah ouais, mais en fait, ok, t'es là parce que maintenant que je vois la deuxième carte, je comprends mieux pourquoi t'en es arrivé là. Ou voilà, mais parfois c'est intéressant, mais c'est vrai que, je sais pas, c'est dur de lire plusieurs cartes entre elles. Si ça veut dire ça, et que ça veut dire ça, alors ça et ça, ensemble, ça donne quoi? Une toute nouvelle signification? Ou un peu des deux, ou quoi?
Donc voilà, si tu es débutante, je ne conseillerais pas ça. Et même si tu es aguerri, franchement, moi je fais encore l'erreur. Et parfois ça donne quelque chose de vraiment top, top, top. Mais parfois je me rends compte qu'en fait je me perds dans mon tirage. Ça m'a pas aidé. Donc, toujours peut-être retomber sur mes papates. Mais j'ai dû prendre des détours pour y arriver. C'est pas le but de... Moi je prends déjà assez de détours dans mes tirages comme ça. C'est pas le but d'en prendre non plus des tonnes quoi. Cumulatif. On a la carte du travail, du dur labeur, de prendre le temps, de l'apprentissage et tout. On a la carte de l'amitié, des relations. On est vraiment sur la même longueur d'onde, du partage relationnel et tout. Rose est là. Les gros bidous, c'est la moi du futur, ou du passé, mais du futur du passé. Donc c'est moi quelques jours après avoir fait ce blog de la vidéo et puis avant d'être interrompue. et en fait, vous connaissez la chanson. J'espérais vraiment être tac tac tac, point par point. J'allais faire une vidéo d'une demi-heure où on allait tout couvrir et j'allais être super top, méga, sur le format que tout le monde doit adopter sur YouTube maintenant. Oui, bah oui, c'est loupé. Et ceci dit, je crois qu'on a quand même les gros points de ce qui fait la construction d'un tirage, les questions à se poser, tout ça, avec plein de témoignages, et un truc qui n'est pas construit, et voilà, parce que voilà, ce ne sera pas la vidéo qui va faire le buzz, avec laquelle tout le monde va apprendre à lire le tarot, parce que ma façon d'expliquer convient à tout le monde. Mais si vous êtes là, c'est qu'il y a quand même quelque chose à en tirer. Du coup, j'étais vraiment arrêtée au milieu d'une idée, j'avais certainement des choses à rajouter, mais je préfère clôturer la vidéo ici, on est déjà passé 50 minutes, et puis je reviendrai avec les questions qui sont, allez, grosso modo, tout ce qui est lié à l'interprétation du tirage. Honnêtement, je pense pas que c'est un truc, vous allez voir la vidéo arriver dans la semaine. Là je suis en grosse crise prémenstruelle, donc j'ai complètement arrêté. En tout cas je suis plus du tout sur le mood de la vidéo que j'ai faite précédemment. Enfin là tout de suite, celle que vous venez de regarder quoi. J'ai un autre truc en cours, j'ai commencé à tourner en extérieur tout à l'heure. Autrement dit, ça viendra quand ça viendra. Donc voilà hein. Donc voilà. Ouais, non mais je vais pas faire clap clap et retourner ça 1000 fois, voilà, merci de m'avoir écouté, j'ai plus du tout l'énergie de ce genre de choses, mais quand je reviendrai pour la deuxième partie, je promets, je serai en pleine forme de chez pleine forme, et c'est bon, je m'en vais cuver ma crise prémenstruelle, attendre que mes hormones passent, et surtout que mes règles arrivent. Ah, bonté divine, please, ciao, miaou.